Chers amis, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de continuer la série que nous avons inaugurée le mois dernier, Old Fashion, qui va s'évertuer à vous présenter des montres d'intérêt, des montres de collection, des montres vintage, vous les appelez comme vous voulez, en tout cas des montres sentimentales pour nous, qui font partie d'une sélection de montres que vous pouvez retrouver sur le site Joseph Bonny, qui sont bien évidemment à vendre, expertisées par ma personne, corrigées, réglées par un horloger qui est très proche de nous et qui vous offre donc une montre de qualité, au poignet, avec plein d'amour, sans compromis, avec plein d'honnêteté. On se retrouve donc aujourd'hui pour la sélection de montres du mois de juin, la sélection de montres vintage Joseph Bonny, avec 12 montres. Donc là, la sélection, elle est aux petits oignons, elle est coquine comme vous n'avez jamais vu une sélection. On va se faire plaisir. Alors évidemment, ces montres sont à vendre, certes, mais le but de ces vidéos, c'est de vous les présenter, mais aussi de vous apprendre quelque chose, de vous apprendre un petit morceau d'histoire, un petit morceau de calibre, un petit morceau de cadran, etc., etc. Que du bonheur, que du plaisir. Alors, on va tout de suite commencer avec beaucoup de douceur avec une des montres que je préfère sur cette sélection, qui n'est autre qu'une Fabre-Lebas Genève, référence 87. 2-3 mots sur Fabre-Lebas. C'est une marque, comme beaucoup de marques suisses et françaises, dont on entend peu parler. C'est-à-dire que par-ci, par-là, on voit apparaître une montre avec la mention Fabre-Lebas. Mais derrière ce nom-là, en fait, se cache une des plus vieilles marques de Suisse. C'est-à-dire que, vous savez que Blancpain, on a après la trace des débuts de Blancpain à l'année 1735. Fabre-Lebas, c'est à l'année 1737. Alors quand on dit des traces, etc., c'est que la marque n'existait pas forcément encore, mais en tout cas l'horloger qui portait le nom existait, travaillait dans un atelier et commençait déjà à innover, à créer des choses. Fabre-Lebas, en gros, création au milieu du 18e, amplification, développement à la fin du 18e avec de grandes choses qui sont faites. On parle quand même de la fin du 18e, donc c'est le moment où il y a Breguet, etc. Vous le savez. Et ensuite, donc, de manière plus contemporaine, au début du XXe siècle, de grosses avancées au niveau des chronographes, notamment monopoussoirs. Puis ensuite, une autre aventure aux environs des années 50 avec le rachat de Beauvais et une aventure chronographe qui continue, qui est magnifique. Comme beaucoup de marques suisses, les années 70, c'est un peu le coup de tête avec ce qu'on appelle la crise du quartz. Donc c'est des marques qui vont petit à petit disparaître, devenir mélangées avec d'autres marques, être achetées par d'autres groupes et faire finalement un peu n'importe quoi. Mais en tout cas, on retient que Fabre-Lebas, c'était vraiment une marque exceptionnelle. Et aujourd'hui, je suis très content de vous présenter un magnifique garde-temps de chez Fabre-Lebas. J'aime cette montre parce qu'elle a un cadran René Combes, donc nid d'abeille. Donc en fait, vous voyez, c'est un peu comme des alvéoles d'abeilles. Ça a en même temps presque la texture du papier. Et surtout, en fait, vous avez ce cadran d'un blanc magnifique qui s'exprime au sein d'un boîtier de bonne taille en or 18 carats. Sur ce cadran blanc, en fait, vous avez la mention à midi Fabre-Lebas légèrement en relief, ce qui donne beaucoup de caractère à la montre. Vous ajoutez à ça des index losanges facettés dorés, des aiguilles dauphines dorées et un mouvement automatique ETA 1256 qui est un peu le père des mouvements automatiques ETA parce qu'il apparaît en 1950. Et vous avez juste une montre au caractère de fou furieux. On a même le petit détail de la couronne un peu crantée qui est juste fou, l'appréhension est superbe. Bref, foncez. On continue avec une superbe référence neuve de stock Omega automatique 166 00 94. Ça, c'est toujours les références Omega. Donc comme je dis, une montre neuve de stock, bracelet neuf de stock, boucle neuf de stock. Il y a même encore l'étiquette avec cette fameuse référence 166 00 94. On a une montre Omega monobloc avec un calibre automatique 1002 à l'intérieur, donc un calibre qui, en plus de l'heure, minute, seconde, nous dévoile une date. Une montre qui ressemble un peu à une Disco Volante, donc un petit ovni avec une superbe lunette soleillée. Évidemment, la montre a toutes ses finitions d'origine puisqu'elle est neuve. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus. Franchement, c'est une petite pépite. On l'adore. Elle est neuve de stock et elle a quand même été révisée. Donc on est vraiment sur une petite dinguerie. Une montre qu'on peut dater grâce au numéro sur son mouvement, au numéro de série, au début des années 70. Voici une autre des pièces préférées de cette sélection Joseph Bonny du mois de juin. Bon, je
Je pense que vous allez me prendre un peu pour un fou parce que, a priori, toutes les montres sont mes préférées, mais ça, c'est autre chose. Donc on a une référence IWC, mécanique et remontage manuel, la référence 2400. Donc tout de suite, franchement, quand on a vu la montre, on a pris un peu une grande claque parce qu'elle est d'une simplicité, d'une élégance déconcertante, un cadran soleillé argenté avec des index romains peints, 3 aiguilles d'une finesse incomparable et surtout ce bracelet en maille milanaise IWC, donc avec la boucle signée IWC, qui est juste fou. Son état, il est proche du neuf de stock, il n'est pas neuf de stock, on ne peut pas dire officiellement qu'il est neuf de stock parce qu'on n'a pas l'étiquette qui va avec, on ne peut pas dire, être sûr à 100% que la montre n'a jamais été portée. Mais en tout cas, moi, je peux vous certifier que la montre, elle est dans un état exceptionnel. Et surtout, on a à l'intérieur le calibre 403 IWC, donc comme je vous l'ai dit, un calibre mécanique et remontage manuel, mais avec une finition mais aux petits oignons. Des côtes de Genève, quelques anglages bien travaillés. Tant de choses dans une si petite montre, c'est franchement tout ce qu'on aime en horlogerie. J'embraye tout de suite avec une autre IWC de cette sélection pour laquelle on a craqué, qui a un visage qu'on pourrait décrire Calatrava dans l'idée, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire une montre très classique, très élégante, avec des petits index pointus, des petites pointes d'acier entre ces index, pour finalement donner une montre avec un cadran exceptionnel, un boîtier aussi très travaillé, mais surtout, un calibre 85-31 de malade mental. Ce calibre-là, il apparaît à la fin des années 50, mais surtout, il a commencé par la famille de mouvements, donc calibre 85 au début des années 50, puis calibre 852, 853, 854, et enfin on rajoute le 1 pour signifier qu'il y a une date dans ce mouvement. Si je vous dis que ce mouvement est fou, c'est parce que ce mouvement automatique, il a reçu un peu le Graal, la Rolls-Royce des innovations chez IWC, qui est le remontage automatique Peloton, donc qui a été développé par un ingénieur qui s'appelait Albert Peloton. C'est un remontage plus efficace, c'est-à-dire que la montre se remonte mieux dans les deux sens, et puis il y a une répartition des poids qui est très intelligente. Mais aussi, il y a une simplicité de service, de révision de la montre qui est déconcertante. C'est-à-dire qu'en 2 temps, 3 mouvements, on dissocie le barillet du remontage automatique et on peut faire un service sur la montre comme s'il s'agissait d'une simple montre mécanique à remontage manuel. Et ça, c'est brillant. Vous aurez remarqué que c'est une montre qui ressemble à la famille des montres ingénieurs nées dans les années 50. C'est à peu près la même chose, ça utilise à peu près les mêmes mouvements, mais il faut savoir que les montres ingénieurs, comme leur nom l'indique, servaient à résister à des champs magnétiques un peu plus forts. Donc on avait une petite cage en fer doux à l'intérieur pour protéger le mouvement des champs magnétiques et on avait aussi une étanchéité plus développée à 100 mètres. Peu importe, cette IWC qu'on vous présente avec son calibre 85-31, elle est incroyable, elle est magnifique, le cadran est beau, c'est l'histoire d'IWC à la fois sur le boîtier, le cadran, mais aussi dans le mouvement, donc on l'adore. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Merci. Une montre qui, grâce au numéro de série du mouvement, est datée aux environs de l'année 1962 et de l'année 1963. On continue avec beaucoup de simplicité. Encore une fois, une montre dans un état de fou furieux. Une longine 3 aiguilles avec un plaquage en or 20 microns, donc un plaquage assez épais. Plaquage superbe hein, qui n'a pas été touché par le temps. C'est aussi pour ça que je vous dis que cette montre est proche d'un état, encore une fois, neuf de stock, c'est-à-dire que le boîtier est immaculé, le cadran est immaculé. C'est une montre qu'on adore. Donc comme dans toutes les montres très élégantes, très simples, tous les détails, tous les petits détails font la différence. Ici, des petites lignes d'onyx à la fois sur les aiguilles, mais aussi sur les index. Et surtout à l'intérieur, un somptueux et très simple mouvement 284 à remontage manuel qui, par son numéro de série qui commence par 14 millions, nous permet de dater la montre aux alentours de l'année 67, 68, en tout cas à la fin des années 60. Donc vous avez beaucoup de bonheur dans une montre qui paraît très simple. Et ça, c'est la vie. On continue avec une très jolie Zenith automatique, donc Zenith Surf automatique. Ne me demandez pas pourquoi on appelle cette montre Surf, on n'a jamais vraiment compris, mais si vous allez surfer avec, c'est qu'a priori, vous avez un QI aussi élevé que les huîtres qui sont en dessous de votre planche de surf, donc n'y allez pas. On a, comme d'habitude, le plaisir de retrouver un boîtier typique Zenith des années 70, une date comprise entre 4 heures et 5 heures, un très joli mouvement automatique et un cadran avec de la matière luminescente et un peu d'onyx, qui fait que c'est une petite montre assez jolie. On passe à une autre montre qui fait partie de mes montres préférées. Vous allez encore une fois vous moquer de moi parce que c'est la 3e, si je calcule bien. Il y a 12 montres, donc ça devrait aller. Qui n'est autre qu'un chronomètre Movado. Cette montre, elle est folle parce que on a une montre en or 18 carats avec un boîtier incurvé
qui se pose donc au poignet de la manière la plus sympathique qui soit, avec une élégance de fou. On a sur le cadran l'indication chronomètre Movado, des index peints en flèche, des aiguilles bleuies, bref, tout un pan de l'histoire horlogère. Je vais juste quand même dire deux mots parce que Movado, c'est une manufacture exceptionnelle. Comme la Favre-Lebas dont je vous parlais au début, c'est une manufacture dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui parce qu'en même temps, elle fait un peu n'importe quoi. Alors, c'est plus du tout une manufacture. Mais en tout cas, c'est une marque qui a été une des marques les plus puissantes de l'univers horloger. Rapidement, en fait, sur fond de guerre franco-prussienne, vous avez la famille Dittesheim qui s'installe à la Chaux-de-Fonds dans la seconde moitié du 19e. Et les frères Dittesheim fondent leur atelier à la Chaux-de-Fonds donc en 1881. À la fin des années 1890, on a presque 80 employés qui travaillent chez Movado. Donc vous comprenez qu'à l'époque, Audemars Piguet en a genre 20 ou 15. Donc en fait, Movado est très puissante. Au début, c'est un atelier d'assemblage de mouvements pour faire des montres de poche signées Movado, mais un peu plus tard, la marque va réellement devenir novatrice et créer des choses. Et au début 1900, les trois frères Dittesheim renomment l'entreprise Movado. C'est quelque chose qui dit en espéranto que tout est en mouvement, quelque chose comme ça. Et là, le développement commence véritablement. On pense au Movado Polyplan avec un mouvement sur plusieurs plans, donc je vous dis que c'est complètement absurde. Curviplan avec des montres qui sont incurvées comme son nom l'indique. Les petits réveils de table Movado Hermeto et j'en passe d'autres parce que franchement Movado a fait des choses incroyables, des chronographes notamment un peu plus tard. Bref, tout ça pour vous dire que la montre qu'on vous présente aujourd'hui, elle a un peu la somme de cette histoire et c'est une montre qu'on apprécie beaucoup. Et si on apprécie Movado, on vous en parle encore une fois maintenant avec la Movado Zenith Président. La deuxième montre neuve de stock de cette sélection, donc quand je dis neuve de stock, encore une fois, c'est que la boucle est signée Zenith, le bracelet est signé Zenith et le boîtier, le cadran sont dans un état neuf, c'est-à-dire que vous allez chez le bijoutier en 1960 ou aujourd'hui chez Joseph Bonny en 2022, c'est exactement la même chose. C'est un petit voyage dans le temps, en gros. On a un boîtier plaqué or, mais surtout le cadran est complètement incroyable. Il joue avec les formes et il nous rappelle évidemment la très célèbre Omega dynamique. Ce n'est pas la première fois qu'on voit les noms de Zenith et Movado associés. Comme vous le savez peut-être, les marques ont une histoire complètement imbriquée. En effet, Movado représente Zenith, étant réuni sous le conglomérat Zenith Movado Mondia entre 1969 et 1984. Donc voilà, ici cette Movado Zenith Président, elle est absolument somptueuse, elle est très joliment faite, elle est neuve de stock, il n'y a rien à dire de plus. Là on passe, vous le savez, à une autre de mes montres préférées dans cette sélection, la quatrième, qui n'est autre qu'une Grand Seiko. Alors, on a l'habitude, pour la partie habilleur, de vous montrer très souvent des garde-temps Grand Seiko contemporains qui sont évidemment absolument incroyables avec des finitions folles. Mais là, pour une fois, on sort un peu de ça et on vous présente dans cette sélection de montres Joseph Bonny de juin une Grand Seiko des années 90. Donc elle est typique des Grand Seiko des années 90. Vous avez à la fois la signature Seiko à midi, mais aussi la signature Grand Seiko à 6 heures. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que même si les marques appartiennent au même groupe, elles veulent se différencier. Voilà, pour rappel, la marque Grand Seiko a été créée en 1960. Alors, on ne parle pas véritablement de marque au départ, mais c'est plutôt une petite querelle au départ entre deux des sociétés qui fabriquent des garde-temps pour Seiko. Donc d'une part, la société qui fabrique les horloges et de l'autre, les montres bracelets. Et donc en fait, la Grand Seiko, voilà, c'est un peu le coup en plus d'une des sociétés pour montrer tous les savoir-faire de la marque et du coup on en fait une nouvelle marque qui s'appelle Grand Seiko et qui montre les savoir-faire japonais et les savoir-faire d'une manufacture complètement à part. On apprécie déjà sur ce garde-temps qu'on vous présente aujourd'hui la référence 8N 65-9000, des jeux de lumière de fou, des finitions magnifiques, un cadran blanc avec un éclat, une brillance franchement super. Un bracelet en acier avec de très jolis détails et une boucle très élégante avec les lettres GS. Voilà, je pense déjà une montre très en avance pour les années 90 chez Grand Seiko. On continue avec une montre Omega assez classique et en même temps pas. La référence 14713-7. Alors voilà, une très jolie montre Omega qu'Omega a eu l'intelligence et la richesse de faire. Un beau boîtier, des cornes typiques à la fois en angle mais aussi en longueur qui donnent un peu de corps et de caractère à cette montre. Un logo Omega en applique, une petite
seconde à 6 heures. Alors vous remarquez qu'il y a une petite trace dans la partie supérieure de la petite seconde. Ça arrive souvent, c'est qu'en fait, à un moment donné, l'aiguille de petite seconde a dérivé un petit peu, soit parce qu'il y a eu un choc ou autre chose, une mauvaise révision ou je ne sais quoi. Et en fait, l'aiguille de petite seconde a très légèrement frotté le cadran, ce qui est que vous avez un petit arc de cercle. C'est pas très grave, mais en tout cas, voilà, faut le noter, ça vient de la petite seconde, ça vient pas d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui a dessiné sur le cadran, même si c'est quelque chose qui serait possible aujourd'hui, parce que les gens sont fous, en fait. On trouve à l'intérieur le superbe calibre à remontage manuel Omega 268, avec des très jolies finitions, et comme d'habitude, cette petite couleur rosé cuivré caractéristique de certains mouvements Omega. Comment faire une sélection sans parler d'Universal Genève? Donc on va pas vous refaire la folle histoire d'Universal Genève entre les montres dessinées par Genta, donc la Paul Router, ou encore l'histoire des chronographes Compax. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on vous présente une montre automatique Universal Genève avec un visage magnifique et un mouvement tout aussi magnifique, et on l'aime beaucoup. Le cadran, on l'aime beaucoup parce qu'il est entre guillemets à secteur, c'est-à-dire que vous avez une partie centrale lisse, puis ensuite le tour d'heure qui est très joliment guilloché et qui reçoit des index avec de la matière luminescente, des index qui sont facettés, qui laissent voir des petits points tritium qui sont encore en bon état, une belle taille de boîtier, des belles cornes et un mouvement automatique à bumper 138 SS dans un état aussi beau que la montre. Là, pour vous dire, on est à peu près à la fin des années 40, au début des années 50 et franchement, cette Universal Genève, elle défonce. Voilà. On finit, comme vous vous en doutez, par une de mes montres préférées dans cette sélection, la 5e, qui n'est autre qu'un chronographe, Mixis. Alors, c'est pas une marque très connue comme beaucoup des chronographes qu'on pouvait trouver en Suisse, mais en tout cas, c'est un chronographe dans un boîtier en acier avec des superbes cornes qui sont légèrement facettées. Un cadran, vous en doutez, saumon, parce qu'on n'allait pas finir sans vous parler d'une petite tranche de saumon et sans vous mettre un petit peu de crème qui va avec. Des échelles de chronographe comme on peut apprécier sur les chronographes de la fin des années 30, début des années 40. Et surtout, un mouvement avec retour en vol. C'est-à-dire qu'avec le bouton poussoir supérieur, vous activez le chronographe, vous l'arrêtez et vous le réactivez. Avec le bouton poussoir du bas, vous remettez le chronographe à 0. Mais pendant la marche du chronographe, si vous appuyez sur le bouton poussoir du bas, immédiatement l'aiguille du chronographe revient à 0 et repart. C'est très pratique pour des mesures rapides et pour des pilotes à l'époque notamment. C'est ce qui fait le charme de ce chronographe avec le mouvement à roue à colonne qui va bien. Donc rien de plus à dire sur ce chronographe qui est magnifique et qui fait partie des pièces un peu folles de cette sélection. Et voilà, vous comprenez l'esprit de cette sélection Joseph Bonny du mois de juin. C'est comme d'habitude beaucoup de plaisir, des montres diverses et variées pour tous les genres, mais toujours les petits détails qui tuent, qui vont bien. La même honnêteté, les montres sont révisées, donc il n'y a pas de problème. On est toujours là, les montres sont garanties. Faites-vous plaisir, achetez des montres vintage et on vous aime toujours autant. Merci. Et surtout, si vous avez une montre qui vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer un message, prendre rendez-vous pour essayer la montre dans notre boutique du 20 rue Chapon. Alors, je dis bien prendre rendez-vous parce que les montres n'y sont pas et il faut donc qu'on aille les chercher au coffre-fort à Fornox parce qu'elles sont tellement belles qu'évidemment on les protège. Donc voilà. Venez nous rencontrer, venez nous voir, venez les essayer, c'est que du bonheur. Comme dirait Patrick Sébastien, c'est que du bonheur.